hélicoptères, ils ont des chars et tout ça. Mais ça, il faut les produire ou les acheter. Et beaucoup de pays africains n'ont pas ces moyens. Donc ils sont toujours dépendants d'autres entités. On peut dire votre département n'avait pas les moyens de sa politique. Non, en toute façon, c'était un départ. Hein. Au départ, j'étais tout seul. Après, nous étions deux. C'était pas ça. Mais aujourd'hui, du point de vue conceptuel, du point de vue organisationnel, on peut dire qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais les moyens humains sont peut-être là, mais les moyens techniques, technologiques, les équipements ne sont pas encore là. Maintenant, cela dépend des États, et les États eux-mêmes sont encore assez faibles. Vous évoquez également dans ce livre l'OUA et les changements anticonstitutionnels. Parlez-nous-en. Oui, dans les années 96, les chefs d'État ont demandé qu'il y ait une réflexion sur ce qu'ils appelaient les changements anticonstitutionnels. Au départ, c'est pour arrêter les coups d'État. Je crois que je l'explique. C'est une déclaration qui a été adoptée finalement, je crois, au Togo ou en Algérie, je ne sais plus, mais j'en parle là avec les textes et tout. Donc c'était pour limiter tous ces gens, puisqu'on avait décidé en 1990 d'aller vers plus de démocratie. Et par conséquent, on a demandé aux États qu'il fallait mieux organiser des élections pour que les gens arrivent au pouvoir par la voie des urnes. Mais il y avait encore des coups d'État. Et je crois qu'en ce moment-là, ça coïncidait avec un coup d'État qui s'était passé en Sierra Leone. Et donc les chefs d'État ont dit non, il faut qu'on arrête ça. Et donc ils ont adopté une déclaration, ils ont fait préparer une déclaration qui a été adoptée finalement en 2002, je crois, ou un peu plus tard, sur ce qu'on appelle les changements anticonstitutionnels. Et j'en parle. Mais malheureusement, ils ont défini ce qu'ils appellent changements anticonstitutionnels. Et ils ont prévu des sanctions. Ces États qui étaient à l'Organisation de l'Unité africaine étaient quelque peu réticents sur ces affaires liées au changement de constitution, puisque pour la plupart, ils restaient agrippés à leur poste. Non, à vrai dire, il y a eu un débat. Il y a eu un débat quand cette question a été apportée à l'OUA. Pourquoi on en discute? Il y a eu un débat parce que effectivement, il y avait des coups d'État. Et les coups d'État ont continué. Mais il y a aussi des gens qui ont pensé que c'était une manière pour les chefs d'État qui étaient en place d'éviter qu'il y ait des changements. Et donc, il fallait jeter l'anathème sur ce qu'ils appelaient les changements anticonstitutionnels de façon à dire qu'on ne nous bouscule pas. Mais dans l'ensemble, les principes qui ont été adoptés correspondaient à ce qui avait été adopté en 1990 dans la déclaration. Je crois que j'ai mis cette déclaration ici, là, la déclaration qui a été adoptée en 1990 et qui a permis la démocratisation, c'est-à-dire la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent actuellement dans le monde. Vous savez, c'est à la page 222. Quand vous lisez cette déclaration-là, vous voyez que ce n'est pas comme on a souvent dit que c'est la déclaration de la Baule. Parce que tout le monde a dit, oui, c'est Mitterrand avec la déclaration de la Baule qui a permis la démocratisation du continent. Non, quand vous lisez cette déclaration, vous voyez que c'est en 90, c'est les chefs d'État eux-mêmes qui se sont dit, bon, on était un peu bloqué par la rivalité Est-Ouest, maintenant c'est fini, le mur de Berlin n'existe plus, il n'y a plus de guerre froide, revenons à nous-mêmes, voyons ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie de nos populations au plan politique, au plan institutionnel, au plan économique, au plan social, au plan culturel, etc., et social, etc., etc. C'est ça ce qui s'est passé. Mais, effectivement, cette question de dire on est contre les changements anticonstitutionnels n'était pas une question facile à traiter parce qu'il fallait définir ce que c'est que les changements anticonstitutionnels. Et c'est ce que la déclaration a essayé de faire. Mais néanmoins, après l'adoption de cette déclaration, il y a eu encore des coups d'État, même des coups d'État militaires.
Vous avez dit tellement de choses, mais nous allons prendre un dernier extrait de cet ouvrage. L'OUA barre UA a néanmoins tendance à nommer à la tête de ses missions des personnalités politiques de premier plan, parfois même des anciens chefs d'État à la retraite, d'anciens premiers ministres et ministres. La raison évoquée est qu'il y a toujours des activités diplomatiques de médiation ou simplement de courtoisie auprès des autorités locales qui requièrent la présence de personnalités d'envergure capables de traiter avec ces autorités sur un plan d'égalité, du moins dans un respect mutuel et réciproque, ce qui est juste et normal. Il se trouve que ces personnalités sont les mêmes qui ont parfois pris le pouvoir par des armes et qui pendant longtemps ont organisé des élections truquées. Quelle crédibilité peut-on accorder à leur rapport? Ces personnalités ont tendance à pratiquer la langue de bois ou à fermer les yeux sur des pratiques décriées. C'est pourquoi il leur est difficile de dire la vérité. C'est souvent la source de divergence avec d'autres groupes d'observateurs ou avec les populations. Au demeurant, l'OUA barre UA encourage ses observateurs à tout accepter sur le terrain, quitte à avouer la vérité dans un rapport écrit remis aux responsables de l'OUA ou de l'UA seulement. Vous dites, au demeurant, l'OUA barre l'UA encourage ses observateurs à tout accepter sur le terrain. Oui, ce que j'ai voulu dire dans ce passage, c'est que l'OUA s'est engagée dans des opérations d'observation des élections. Ce n'est pas une surveillance, mais une observation. Pour cela, on envoie des équipes d'observateurs. Et ces équipes d'observateurs sont souvent dirigées par des personnalités, des anciens chefs d'État, des anciens premiers ministres, des ministres et tout, qui dirigent l'ensemble des observateurs. Mais vous prenez un chef d'État qui, il y en a certains, bon, je ne vais pas citer des noms, mais vous prenez un chef d'État qui, chez lui-même, pendant longtemps, n'a pas accepté qu'il y ait d'opposition. Maintenant, il se retire et on le prend pour l'envoyer, pour diriger une mission d'observation. Bon, que pensez-vous que peut être son attitude? Il arrive dans un pays, quoi qu'il arrive en matière d'observation, quoi qu'il arrive dans le pays où il est parti. Si par exemple les élections ne sont pas régulières, ou ne sont pas transparentes, ou ne sont pas équilibrées, est-ce que lui, qui a pratiqué la même chose dans son pays, est-ce que lui peut dénoncer? Ça, c'est la première des choses. Même si je reconnais que c'est vrai, quand vous prenez une mission d'observation de l'OUA, c'est une mission plus ou moins politique, vous l'envoyez dans un pays, le chef de la mission va traiter, peut-être avec le chef de l'État ou avec des ministres et tout. Donc il faut que ce soit quelqu'un aussi qui ait exercé ses fonctions. J'ai dit que c'est vrai. Mais par contre, il est handicapé parce que ce que lui, il faisait, quand il va le voir chez l'autre, il ne peut pas le dénoncer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour des raisons politiques et diplomatiques, surtout politiques, on se dit, si l'OUA, qui est une organisation africaine, va dans un pays et se met à dénoncer en disant « Ah, ici, on a triché tout ça. » Vous voyez, plus personne, aucun État n'invitera les missions de l'OUA, puisqu'ils vont venir, ils vont faire comme les autres. Quand je dis comme les autres, c'est quoi? Vous voyez souvent, aujourd'hui, vous le savez tout aussi bien que moi, la mission de l'Union européenne qui est partie au Gabon a fait un rapport en disant ça s'est mal passé, tout ça. Mais il y avait aussi une mission de l'Union africaine. Est-ce qu'elle pouvait dire la même chose? Non, pas dire la même chose, ça, vous le savez. Ça se passe comme ça. Parce que c'est un peu comme si, bon, nous, on est obligé de nous protéger nous-mêmes. Mais ce que je dis, c'est que la réalité, c'est que si on ne le dit pas sur place, si on ne dénonce pas les incongruités ou les tricheries, tout ça, mais le rapport qui est remis au chef de l'exécution de l'Union africaine ou de l'OUA le dit. Mais oui, c'est un rapport, ça dit qu'on pense que mais c'est un rapport qui est tout de suite rangé quelque part. Non, il n'est peut-être pas rangé, mais lui peut attirer l'attention de l'État ou du chef de l'État ou disons des dirigeants de ce pays en disant voilà ce que nous avons observé.
On ne pouvait pas, on l'a peut-être pas dit, mais il faut le corriger prochainement. Mais ça se passe dans un cadre. Est-ce qu'il arrive qu'on corrige effectivement? Rarement, parce que bon, si les gens le font consciemment, donc ils ne vont pas le corriger. Les gens ont beaucoup plus peur, parce que l'Union européenne peut le faire, ou d'autres organisations, l'organisation de l'EISA ou Carter, l'association Carter a une association qui observe les élections. Jimmy Carter, oui. Ces gens peuvent dire certaines choses, mais au niveau des Africains, il y a comme une gêne. Bon, disons que diplomatiquement et même politiquement, ce ne serait pas bien que vous invitiez vos amis qui viennent chez vous et que publiquement ils disent à tout le monde, non, moi j'étais chez lui, voilà ce qui se passe qui est mauvais et tout. Donc c'est un peu, mettons ça un peu dans ce cadre-là. Colonel, qu'est-ce qui gêne exactement? Bon, politiquement, ça gêne parce que c'est l'État qui vous invite est un membre de votre institution. Donc elle vous invite pour venir l'aider à observer les élections. Et elle estime que s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez lui dire à cet État, mais pas le dire publiquement à tout le monde. Parce qu'après, on dira, oui, même l'Union africaine ou même l'OUA a remarqué que les choses se sont mal passées. Vous vous rendez compte c'est les conséquences, la répercussion. Et cela ne fait pas partie des objectifs de l'Union africaine? Non, ça fait partie des objectifs. Mais vous voyez que quand vous lisez mon livre, je dis plutôt que l'OUA doit aller observer les élections. Je ne dis pas que c'est contre-productif, ça ne sert à rien, puisque s'il y a des fraudes, s'il y a des tricheries, on ne dit rien. Donc ça ne sert à rien. Par contre, ce qu'il faut, c'est former la classe politique à l'idée de la tolérance, de la démocratie, de l'alternance. Je pense que c'est plus important. C'est-à-dire former les citoyens africains à l'idée que le pouvoir est une mission, est un ministère, un service. Merci beaucoup. Vous terminez par un plaidoyer pour la création d'un centre d'information, de vulgarisation et de promotion de l'Union africaine. Ici, vous dites, je lis un extrait, il convient de rappeler que parmi les critiques faites à la défunte OUA, il a souvent été évoqué le problème d'excentricité qui a fait de l'OUA une organisation connue surtout à travers les rencontres au sommet des chefs d'État. Ses activités sont ignorées et méconnues des populations. C'est ainsi qu'elle s'est éteinte dans l'indifférence totale. Oui, j'ai fait, en tant que fonctionnaire de l'OUA, je suis allé dans beaucoup de pays et j'ai constaté que les gens ne savaient pas ce que c'était l'OUA, les gens n'en parlaient pas, les gens ne savaient pas ce que l'OUA faisait. Tout juste, quand on disait, il y a une délégation de l'OUA, on vous voit à la télé, ah oui, il y a une délégation de l'OUA. Que fait l'OUA? Qu'est-ce que l'OUA apporte? Ils ne savaient pas. Et je me suis dit, c'est dû au fait que le service d'information de l'OUA n'est pas assez efficace, n'est pas suffisamment répandu dans la plupart des pays. Généralement, quand il y a un sommet de l'OUA, toute la presse en parle et tout le monde voit les chefs d'État qui défilent et tout ça. Dès que la réunion est terminée, on n'en parle pas. Donc je me dis que pour enrayer ce manque, il faut qu'il y ait, comme pour les Nations Unies, des centres d'information de l'Union africaine aujourd'hui. À l'époque, j'ai plaidé pour l'OUA, où on trouve les documents de l'OUA, où les gens peuvent faire des recherches, où les gens peuvent récupérer les différentes décisions de l'OUA ou de l'Union africaine, de façon que, à travers le pays, on ne parle pas de l'Union africaine ou de l'OUA uniquement parce qu'il y a une réunion. Même ici, souvent, même dans notre propre pays ici, il y a parfois des réunions de l'OUA ou de l'Union africaine qui organisent ici. Mais les gens n'en parlent pas beaucoup. Mon problème, ce n'est pas qu'on parle quand il y a des réunions. C'est que de façon pérenne, il y ait une possibilité pour n'importe qui s'intéresse à l'OUA ou à l'Union africaine, qu'il aille quelque part, déniche des documents et
essaie de lire ce qui se passe, soit pour les étudiants qui font des recherches, soit pour les journalistes, soit pour n'importe qui. Une représentation dans chaque pays membre. Dans chaque pays membre, il devrait y avoir un petit bureau de l'Union africaine. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des documents de l'Union africaine, peut-être que vous irez aux affaires étrangères. Vous verrez le chef du bureau chargé de l'Union africaine qui va vous sortir les documents qui sont à sa position. Mais il n'y a pas un endroit public où vous pouvez aller consulter des documents. Mais ça existe pour l'Union africaine et pour l'Union européenne. Colonel, vous dites que vous quittez l'OUA, le cœur meurtri mais léger. Oui, quand je dis meurtri, bon, d'abord parce que je me sépare des amis. Je précise que vous démissionnez. Oui, je démissionne de l'OUA. La première cause, c'est que je venais d'y perdre mon épouse et je me sentais, je n'avais plus, disons, assez d'énergie et d'ardeur pour continuer à vivre dans ce pays où j'avais passé 20 ans avec elle. C'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, comme je le dis un peu au début du livre, j'ai quitté l'OUA un peu insatisfait de ce que le travail qu'on faisait n'a pas tout à fait abouti. Alors qu'on a essayé de toucher à pas mal de choses, ça n'a pas abouti. Mais je disais léger parce que je quittais, personne ne pouvait dire que je quittais après avoir, par exemple, mal servi cette organisation ou avoir créé des problèmes supplémentaires à cette organisation. Donc j'avais le cœur léger comme quelqu'un qui se dit, bon, la mission est accomplie, je m'en vais, même si les résultats escomptés ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Mais pendant 20 ans, j'ai quand même servi cette organisation. Je n'ai pas eu les résultats escomptés, je n'ai pas eu aussi la reconnaissance peut-être espérée, mais je m'en vais sans rancune et sans rancœur. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Vous venez de suivre Gustave Pana Zoula. Il est l'auteur de 20 ans au service de l'Afrique. L'auteur de cet ouvrage a travaillé pendant 20 ans à l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Il est colonel à la retraite, il fut chef de la section défense et sécurité, chef de la section de la coordination des politiques extérieures, paix, questions stratégiques et fonctionnaire militaire principal à l'Organisation de l'Unité africaine. Merci à vous de nous avoir suivis.